Bonjour à tous. Eh bien, si c'est un peu formel, comme un décollage de fusée, vous avez vu, on est à zéro au pile. C'est parce qu'on est aussi en direct sur YouTube. Et puis, on peut aussi, par le biais du site internet de la Cité de l'Espace, et puis les cafés alpha, l'actualité, etc., retrouver non seulement ce qui se passe en direct, mais aussi ce qui a été fait. Il y a beaucoup de cafés alpha, donc ces petits morceau de 30 minutes de rencontre avec des personnalités et puis autour de la mission de Thomas Pesquet. Donc on peut les revoir aussi sur Internet et c'est très intéressant de partager, disons, tous ceux qui travaillent en direct avec Thomas, en direct ou en indirect avec Thomas, on en parlera, et qui finalement constituent la pyramide qu'il y a sous un astronaute qui a été choisi par l'agence spatiale un jour pour pouvoir aller dans l'espace et puis nous représenter en quelque sorte là-haut pour faire des expériences scientifiques. Et donc Thomas, il est dans l'espace depuis le 24 avril, et puis il est à mi-mission. Alors il nous disait d'ailleurs quelquefois, peut-être Sébastien qui est à côté de moi, que je vais présenter, nous le dira, mais en tout cas, il est très occupé évidemment, mais il disait que mi-mission, c'était un peu un cap quand même. Hein. On va vers le plus de temps encore dans l'ISS, puis à un moment donné, on commence à penser au retour, tout doucement au retour, même si on n'y est pas en ce moment. Donc, je suis avec Sébastien Rouquette, qui est... Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. bonjour, bonjour. Il est responsable d'expérience au CADMOS, au CNES. On va en parler du CADMOS, c'est un centre opérationnel qui est en liaison avec les astronautes pour des expériences scientifiques. Le CADMOS est à Toulouse. Il y a beaucoup de Toulousains dans les équipes, notamment françaises pour les parties expérience. Et puis, c'est une expérience. Donc, la mission de Thomas, il faut le rappeler, c'est un astronaute européen. C'est pas parce qu'il est français, mais c'est un astronaute européen d'abord, avec ses collègues européens. Et il fait une mission pour le compte de l'Agence spatiale européenne, en coopération, bien sûr, avec les partenaires de la station spatiale, les Russes, les Américains, les Canadiens et les Européens, bien sûr. Donc c'est une mission de 6 mois. Il est parti avec SpaceX le 24 avril. Vous avez dû certainement regarder ça sur les médias. Et puis il nous partage ses expériences beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment des photos. Vous avez vu certainement beaucoup de photos, d'images qui sont commentées ensuite. Mais là aujourd'hui, on est un peu. Ces cafés alpha ont une forme qui permet de discuter de là où on en est, ce qui s'est passé avec quelqu'un qui justement est en charge d'une partie de la mission, bien sûr. Donc Sébastien, peut-être tu pourrais nous dire en ce moment où tu en es. On reviendra sur quelques expériences précisément en fin d'interview, de rencontre. Et pour l'instant, peut-être dire un contexte où on en est avec Thomas, comment ça se passe en ce moment, notamment avec ses liaisons avec Toulouse. Bon alors effectivement Thomas, comme tu l'as dit, est à mi-mission, donc moitié de la mission, on est au passage du col, donc on commence à penser petit à petit à revenir sur Terre. Donc bon, il y a des activités qui permettent de se raccrocher, on va dire, au retour sur Terre. Parmi ces activités, ils vont régulièrement faire des visites et des vérifications de leur vaisseau Crew Dragon. La semaine dernière, ils ont même revêtu leur combinaison et ils sont même retournés dans leur vaisseau, non pas pour faire semblant de revenir sur Terre, mais parce qu'il fallait le changer de port d'amarrage. Donc voilà, ils ont fait comme s'ils revenaient en fait pour pouvoir changer de place de parking. Il est entré dans une phase, je vais dire, un peu plus routinière de sa mission. Au début de sa mission, vous avez sans doute pas raté le phénomène, il a fait 3 sorties extravéhiculaires, et donc des moments intenses parce que ces opérations de remplacement des panneaux solaires ont été techniquement très éprouvantes, parce qu'au départ, 2 sorties étaient prévues, il en a fallu une 3e, donc ça fait 50% de temps en plus pour changer 2 panneaux solaires, c'est beaucoup. On les a suivis en direct ici à la Cité de l'Espace. Voilà. Notamment, on a vu qu'ils faisaient de la réparation de scaphandres en même temps qu'ils sortaient. C'était pas facile, mais donc c'était ça, bien. c'est ça. C'est pas du tout routinier comme activité. Et là, quand je dis que maintenant il est rentré dans une phase un peu plus routinière, c'est que ces activités se partagent sur la journée entre, globalement, on va dire, alors les journées se ressemblent de manière macroscopique, si on regarde ça avec une vue d'ensemble, avec un peu d'activité sportive, 2 heures à peu près par jour, à différents moments de la journée, c'est pas forcément tout le temps à la même heure. Des activités techniques, entretien de la station, entretien du matériel, et puis des activités scientifiques, bien entendu, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on travaille nous. On prépare des expériences qu'on envoie dans l'espace
et qui sont ensuite soit réalisés par l'astronaute, ou bien l'astronaute sert de sujet d'expérience, parce qu'on a aussi des expériences de physiologie et de neurologie, par exemple, de médecine. Donc c'est un petit peu son programme maintenant, voilà, jusqu'à la fin de sa mission. Oui, parce qu'il y a toute une série d'expériences qui courent et qui sont quelquefois internationales, en fait. Et puis il y a celle, alors pour une mission française particulièrement, enfin européenne avec la participation française, il y a un certain nombre d'expériences qui sont plus spécifiquement préparées par les Français, et notamment à Toulouse. Oui, effectivement. Alors c'est même plus que notamment, c'est exclusivement par le CADMOS. Les expériences françaises sont proposées exclusivement par le CNES. C'est le CNES, l'Agence spatiale française, enfin, qui a la responsabilité de la part nationale de la mission. Donc le CADMOS fait partie du CNES. Alors j'ai pas mon polo alpha aujourd'hui, il faut bien que je le lave de temps en temps, mais j'ai quand même le polo du service dans lequel je travaille, enfin de l'ensemble dans lequel je travaille. Et donc c'est cette agence spatiale française qui, au titre de la participation d'un astronaute de nationalité française à une mission européenne, a la responsabilité de préparer ces expériences. Le CADMOS, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il existe, donc on a participé aux missions de tous les astronautes français, même avant que le CADMOS s'appelle le CADMOS. Le premier vol de Jean-Loup Chrétien a été suivi au CNES, forcément, par les ingénieurs de l'époque, puisque Jean-Loup Chrétien était même un astronaute du CNES. Donc, entre-temps, les choses ont évolué, la structure aussi, mais nous, on reste évidemment investis de cette mission de préparation et de suivi. Alors on peut peut-être parler même si on reviendra peut-être là-dessus, mais d'une expérience particulière. D'ailleurs, pour être dans l'actualité, puisque vous êtes aussi ici en train de visiter la Cité de l'Espace pour ceux qui sont en présentiel ici, il y a bien sûr l'actualité, mais on essaye finalement de vivre avec un peu Thomas Pesquet, en mettant un certain nombre de vidéos qui viennent d'arriver, en mettant des informations de là où il est, dans l'espace, en direct, etc. Donc il y a une expérience qui s'est déroulée il y a peu de temps. Alors, juste avant d'en parler de cette expérience, et qui te tient à cœur parce que je crois que tu en es le responsable aussi, c'est qu'il y a une série d'expériences. Ça se passe comment quand on a justement une dizaine d'expériences, entre guillemets, françaises, et comment se passe-t-elle au long de la mission, par contre? Elles se répartissent comment? Oui, alors ça, effectivement, il y a un programme. Quand vous allez dans l'expo Alpha, vous voyez, il y a une sorte de planning, en fait, planning opérationnel, qu'on appelle le planning opérationnel, qui permet de voir l'enchaînement sur une journée des tâches réalisées par tous les membres de l'équipage, mais aussi les tâches assignées en fonction de l'endroit où elles vont se passer, donc dans Columbus notamment. Ce planning-là, nous, on commence à le préparer déjà des mois en avant. Typiquement, pour rappel, la mission de Thomas, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus sur l'élaboration des expériences. Les expériences ont commencé à partir début d'année 2021. Elles ont rejoint l'ISS avant que Thomas soit sur place. Et puis d'autres vont encore être livrées début août dans NG16, donc notre cargo, puis dans SpaceX 23 un peu plus tard, fin août. Oui. Donc on continue les livraisons. Donc une dizaine d'expériences, elles ne montent pas toutes en même temps. On ne met pas tous les œufs dans le même panier, même si on n'a pas peur de les casser. Et du coup, ça s'échelonne finalement en fonction de livraison. Après, il y a des expériences qui ont besoin d'être réalisées à un certain moment. Alors je pense par exemple à des expériences de physiologie. On va avoir besoin de faire une expérience, par exemple, au début de la mission de Thomas, puis au milieu, puis à la fin. Donc là, on a des contraintes calendaires. Mais pour d'autres, comme pour Télémac notamment, on n'a pas de contraintes calendaires. L'expérience est arrivée fin juin. Et puis à partir de là, nous on avait planifié au départ avec nos collègues de l'Agence spatiale européenne l'exécution de l'expérience au mois d'octobre. Puis finalement, le planning étant un petit peu plus light au mois de juillet, on a décidé de le faire au mois de juillet, donc ça s'est produit la semaine dernière. Mais voilà, les choses s'ajustent un petit peu au fil de l'eau. Alors justement, on parlait de l'expérience Télémac, donc on donne un petit nom un peu à chaque expérience, et puis prenons cet exemple de Télémac, parce qu'il permettra justement de voir un peu comment se dérouler une expérience de bout au bout. C'est quoi cette expérience Télémac qui est une forme de pince particulière ? Oui, c'est effectivement. Alors Télémac, c'est une idée très originale qui a été proposée par un laboratoire français, un laboratoire de recherche français de Sorbonne Université, un labo qui s'appelle l'Institut Jean Leron d'Alembert. Et c'est une expérience très très novatrice parce qu'en fait, il faut imaginer qu'aujourd'hui, quand on veut manipuler, observer un objet, on est obligé de le toucher. Eh bien, on peut imaginer
prélever des objets et les maintenir en lévitation, donc au-dessus sans contact avec leur environnement. Et tout cela grâce à un faisceau d'ultrasons. Alors ce sont des ondes sonores qu'on n'entend pas. C'est dans la gamme de fréquences de communication des cétacés, par exemple. On est à 40 kHz, pour ceux que ça intéresse. Là, on voit sur les images, en fait, ce qu'on appelle la pince, ou la poignée de la pince, cette espèce de pommeau de douche, dans lequel on a installé des instruments qui émettent ces ultrasons. On est capable de générer un piège acoustique, et on voit au milieu de ce piège une petite bille de polystyrène qui est en flottaison, sans contact avec son environnement. Alors ça, c'est super parce que ça permet de prélever des objets sans les toucher. Donc, soit des objets dangereux, soit des objets qu'on ne veut pas souiller, ou bien parce qu'ils sont fragiles, et de les étudier de cette façon par divers moyens. Alors, quand je disais que c'était très novateur, c'est que ces technologies de pièges à ultrasons ou de pièges avec des ondes lumineuses, ça fait une 30aine d'années que c'est étudié. En impesanteur, on ne connaît pas le phénomène. Et sur Terre, la connaissance est très limitée à cause de la pesanteur. On ne peut pas piéger des objets très lourds sur Terre. Là, on est contraint sur Terre à piéger des objets comme des petites billes de polystyrène. C'est très Covid-free, ça. C'est très... on fait des choses sans toucher, ça c'est super. Si on pouvait, ça c'est exactement. Alors, voilà, on en a plein des expériences comme ça. D'ailleurs, juste, c'est vraiment très utile. On a vu que dans les expériences qui maintenant montent dans l'ISS, quand il y avait eu le congrès des astronautes ici, on avait reçu 110 astronautes, tu étais intervenu d'ailleurs, et on avait montré que le CNES avait préparé des choses sur, par exemple, tout ce qui était bactériologique, avec des scotch spéciaux qui se mettaient dans la station pour aller voir un peu comment ça se passe au niveau bactériologique. Et toutes ces expériences sont vraiment très, très utiles et très intéressantes. Tout ce qui est médical, physiologique, il y a vraiment une utilité à la station qui peut être discutée par ailleurs sur d'autres aspects, mais véritablement, là, il y a des efforts faits notamment par la France qui sont intéressants. Oui, tout à fait. C'est bien pour ça que je faisais référence à d'autres expériences. Je pensais exactement à celle-là, dont j'ai la responsabilité également et qui trouve, je ne vais pas dire un second souffle, mais un regain d'intérêt par la communauté en ce moment. On comprend très bien pourquoi. Et donc cette pince Télémac, en fait, on a voulu la tester en impesanteur pour pouvoir piéger des objets plus gros, plus lourds et de nature différente. Et ça, dans un premier temps, pour comprendre le phénomène. On n'est pas en train de développer un outil opérationnel qui va nous permettre, dès demain, de faire de l'analyse poussée d'échantillons bactériologiques, par exemple. Là, on est vraiment dans un domaine où notre responsabilité, c'est d'imaginer un outil technique qui va répondre à une question scientifique et qui va améliorer la connaissance. Donc là, c'est vraiment la première étape de cette expérience, et elle va se poursuivre, bien entendu. Et on a eu, comme tu l'as dit, une première session d'observation la semaine dernière avec Thomas. Alors comment ça se passe ça, concrètement là, maintenant que tu avais travaillé sur tout ça avec les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, on fait une manip, elle monte. Comment ça se passe concrètement avec Thomas ? Bon, ben ça c'est vrai que c'est un aspect, c'est gratifiant parce que on atteint enfin l'aboutissement de l'expérience. 2 ans de travail qui se concrétisent par la réalisation de l'expérience par Thomas. En fait, nous on a préparé un protocole, donc un scénario avec des tâches à réaliser. C'est pas Thomas qui invente lui-même la procédure d'utilisation de la pince. C'est un opérateur. Donc, on est en relation avec la Station spatiale internationale, en relation via le centre de contrôle de l'EAC, le centre d'entraînement des astronautes et de l'Agence spatiale européenne à Cologne. Et donc, Thomas va lire sa procédure et réaliser le protocole. Et là, évidemment, c'est une grande joie de pouvoir de voir le matériel qu'on a préparé pendant 2 ans sortir de sa trousse de transport et de stockage, installé par l'astronaute, mise en route, et avec les premiers tests de piégeage d'objets. C'était génial. Et puis, il y a eu plein de surprises, parce qu'évidemment, dans ce domaine-là, quand c'est une première fois, toutes les questions auxquelles on s'est préparé, d'autres arrivent. On a des réponses, et puis d'autres questions arrivent. Et là, notamment, on a observé de grandes difficultés pour piéger ces objets. Alors, est-ce qu'il y avait eu, tu l'as un peu dit avant, mais est-ce qu'il y avait eu quand même un entraînement, même si c'est sous pesanteur, un entraînement quand même de Thomas sur l'appareil à un moment donné, juste avant? C'est très juste. Ouais, c'est vrai que c'est un outil tellement particulier qu'il vaut mieux être entraîné pour manipuler l'outil. Alors, non pas parce qu'il y a
conditions de danger ou de difficultés particulières. Hein. C'est pas un avion de chasse à piloter, mais des conditions particulières pour déposer l'objet au bon endroit et le piéger. Et donc, effectivement, on avait fourni à Thomas, à 2 reprises, donc fin décembre et au mois de mars, le modèle d'entraînement qui est notre modèle de laboratoire, en fait, pour qu'il puisse s'exercer à la manipulation de la pince. Et bien, heureusement, parce que ça n'a pas été simple. On avait prévu 1h30 d'opération dans la station. C'était lundi dernier, lundi soir. Et 1h30, au bout d'1h30, on avait fait 2 tiers du protocole. Et à la demande donc des gens de l'Agence spatiale européenne à Cologne et de Thomas, qui ne voulaient pas arrêter la manip, on a continué jusqu'à 20h. Voilà, donc on a eu 2 heures d'opération pour une manip pour laquelle on avait prévu au départ 1h15, 1h30. On voit dans cette pince qu'il y a des sortes de petits émetteurs d'ultrasons qui veulent créer un environnement dans lequel on va tenir captif un matériau. Ça paraît pas si compliqué sur le principe. Quand on se dit oui, il faut équilibrer les pressions, je suppose. Qu'est-ce qui se joue là, techniquement? C'est exactement ça, c'est ce que tu dis là. Il y a 48 émetteurs là. Alors ces petits, ces objets qu'on appelle des transducteurs, c'est ce qu'on trouve dans les voitures, autour des voitures, hein, qui jouent le rôle de radar de recul ou de radar et qui envoient des petites alarmes quand on s'approche trop près d'un obstacle. Bon, là, c'est la même chose, sauf qu'en fait, on ne l'utilise pas de la même façon. Nous, on va les utiliser pour émettre un champ d'ultrasons qu'on n'entend pas, et les 48 transducteurs vont émettre un champ différent, de façon à créer ce que j'appelle le vortex acoustique, avec au milieu cette espèce de piège qui est en fait une zone de silence. C'est une zone de silence, et l'objet qui est à l'intérieur, dans cette zone de silence, il ne peut que rester là, parce qu'il est piégé. Il ne peut pas sortir parce que les ondes autour de lui l'empêchent de sortir. Alors ça, on se le représente assez bien, même si on voit la difficulté. Par contre, l'idée de prendre quelque chose paraît beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire de faire rentrer quelque chose dans un objet et le laisser... mais par contre, le prendre ou imaginer le prendre, est-ce qu'on en est là ou est-ce que là, on n'a pas été jusque-là? Si, il a réussi. C'est-à-dire qu'à un moment, la semaine dernière, moi je revois très bien, là, à un moment, il y a un objet qui flotte au milieu de la cabine. Un des objets, c'est pas un objet quelconque, hein, c'est un objet qu'on a mis à sa disposition. Il flotte au milieu de la cabine, il le stabilise, donc là il bouge plus, il approche la pince, il allume la pince, et là l'objet, ploup, il est bloqué, comme on l'a vu sur l'image, au milieu du pommeau de la pince, dans ce qu'on appelle le foyer de la pince, et l'objet ne bouge plus. Alors ça, on le conçoit un peu en apesanteur, où tout flotte, hein, où les objets tous gravitent en réalité, mais ils sont libres. Donc on peut penser, j'imagine, hein, mais on pense qu'on amène la pince sur l'objet et qu'il se capte. Par contre, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur une paroi aussi? C'est-à-dire si l'objet est sur une paroi, est-ce qu'on peut aller le chercher ou pas? Oui, ça peut marcher avec certains. Alors ça dépend du type du matériau en fait de la paroi. Mais encore une fois, aujourd'hui, on n'en est pas là. On cherche vraiment à comprendre le phénomène lui-même, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne et comment un objet reste captif à l'intérieur de manière stable. Et ça, c'est déjà en soi des questions scientifiques très complexes. Et je peux vous garantir que, malgré mes 20 ans d'ancienneté au CNES et mes études d'astrophysique, les équations du champ acoustique et des forces de piégeage dans ce piège acoustique, je ne les comprends pas toutes, hein. D'ailleurs, dans des rave parties, je crois qu'aussi il y a des trucs qu'on ne comprend pas complètement quand ça pulse à fond, mais là qu'on entend là. Donc, est-ce que cette expérience-là, par exemple, là on voit les images là, on voit les images effectivement avec le modèle de laboratoire, et on voit parfaitement que dans n'importe quelle position de la pince, la bille de polystyrène, elle reste stable au milieu de la pince, dans le vide, enfin dans l'atmosphère, hein, puisque je n'étais pas dans l'espace. Alors, par rapport à une expérience comme ça, quand on a fait 1h30, voire un peu plus, pour finir et pour avoir les résultats attendus, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que c'est une expérience qui va rester là? Est-ce que c'est une expérience que peut-être Thomas va refaire ou pas? Oui, très bonne question. Effectivement, nous, dès le départ, on avait dit on aura besoin d'autres sessions. Parce qu'une session ne peut pas permettre de lever toutes les questions et de répondre à toutes les questions et de lever toutes les inconnues. Donc, on aura besoin d'une autre session. Quand, on ne sait pas encore, c'est pas encore planifié, mais suite à cette première session, on a la certitude
On a besoin de cette deuxième session. Et on a aussi acquis une autre certitude, c'est qu'on devra ramener le matériel sur Terre, le reprogrammer, le rendre éventuellement adaptable ou reprogrammable en vol, peut-être changer la poignée, probablement modifier ou augmenter le nombre et la taille des objets, et le renvoyer dans l'ISS pour d'autres expériences. Donc c'est vraiment ce démonstrateur-là, il nous incite déjà à croire qu'il y aura une longue suite à cette expérience. Et c'est souvent le cas pour les expériences qu'on envoie dans l'ISS, et certaines d'ailleurs, ils sont depuis la mission Proxima, et continuent à être utilisées régulièrement par les astronautes à bord de l'ISS. Et pas seulement Thomas, bien entendu. Ça me fait penser d'ailleurs à, vous avez suivi sur Mars, Persévérance, vous en avez une maquette, enfin une réplique ici à côté, et vous avez même la réplique de cette espèce de test-là qui n'a pas coûté très cher, qui a coûté un peu cher parce qu'ils l'ont bien fait, mais quand même d'hélicoptères, enfin de drone hélicoptères, et ce petit drone hélicoptère que vous pouvez voir ici à côté de Persévérance, on voit qu'ils ont dépassé, ils ont voulu essayer de faire voler. Déjà, ce serait extraordinaire, puis après le faire déplacer, et tout ça a été fait, puis maintenant, si vous suivez, vous verrez qu'il fait des miracles, et qu'il est déjà en mode opérationnel, c'est-à-dire que finalement, ils n'arrivent pas à le casser, quoi, en gros. Ils n'arrivent pas à le casser, et ça continue. On voit que l'intelligence qui a été mise au départ a vraiment été loin quand on a toute une série. C'est pour ça que quand on n'est pas astronaute, je crois que tu as postulé pour être astronaute, et c'est encore limite un peu, mais là, tu n'as pas postulé. Tu n'as pas repostulé, donc c'était dans le Café Alpha, vous pourrez aller voir un des Cafés Alpha que tu as fait avant. Je pense qu'il y a véritablement, moi aussi j'ai voulu être astronaute, ou je le pensais, j'avais un peu envie, mais finalement j'ai beaucoup travaillé avec les astronautes, et on a tous vraiment cette extraordinaire possibilité de finalement viser très loin, viser très haut, mais ça nous élève en matière d'intelligence et de recherche, et finalement on fait des métiers absolument dans ce domaine incroyable avec lequel on est passionné tous les jours. Comment ça se passe au CADMOS? Il y a combien de personnes au CNES ici qui travaillent avec finalement ces projets-là? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'abord sur ta remarque sur le fait qu'on n'a pas tous besoin d'être astronaute pour faire un métier génial, et dans le domaine spatial et dans le domaine du vol habité, tout ce qu'on fait, nous, au quotidien, au CADMOS, nous passionne littéralement. Hein. On est une petite équipe je vais dire, une cinquantaine de personnes, et on a deux activités principales qui sont la préparation des expériences, ce qu'on vient de décrire là, et les opérations de ces expériences. Et ces opérations se déroulent dans la salle de contrôle du CADMOS. Donc il y a deux équipes, on va dire, un petit peu distinctes, qui s'occupe pour une partie du développement des expériences et pour l'autre partie des opérations, avec des profils un peu différents. Donc deux parties vraiment totalement complémentaires de cette aventure. Et c'est réellement passionnant parce qu'on a là des origines, des formations très différentes, et on contribue tous, et on a vraiment un sentiment de contribuer de manière très intéressante à cet élan en fait de recherche. Et moi je trouve que, moi en tous les cas, ce qui me motive quotidiennement pour faire ce métier, c'est à la fois l'enjeu technique, l'enjeu scientifique, et la projection qu'on peut opérer sur la connaissance qu'on va acquérir. Tu parlais tout à l'heure de bactériologie. Quand on a commencé cette expérience qui s'appelle Matisse en 2015, sur des surfaces innovantes capables d'être traitées de manière antimicrobienne, c'est un travail de recherche qu'on a commencé à cette époque-là, donc il y a un peu plus de 6 ans, en se disant ça servira bien à quelque chose, mais pour l'instant, il faut comprendre ces phénomènes. Ben là, depuis 1 an et demi, on est tous confrontés à une situation sanitaire que personne n'avait vu venir, même si certains se prétendent des prophètes. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui à quel point ces recherches-là peuvent aider. Donc c'est toujours passionnant, je trouve, de se projeter dans un univers où on fait progresser la connaissance, et en plus, on va trouver des applications à des échelles de temps qu'on ne maîtrise pas. Et ça, cet aspect inconnu, il est vraiment passionnant, je trouve.
Oui, on a des exemples sur tout ce qui est cardio, tout ce qui est les ultrasons, les systèmes à ultrasons, comment ça s'appelle Oui, tout à fait, les échographes. Les échographes. Pour emmener un matériel dans l'espace qui soit extrêmement solide, il faut qu'il soit miniaturisé, il faut qu'il soit extrêmement facile à utiliser, parce que les astronautes, ils font des milliers de choses, donc ils ne peuvent pas tout savoir. Donc c'est là que tu disais qu'il fallait un mode d'emploi et une grande facilité d'utilisation. Donc en fait, il y a tous les critères qui ensuite permettent, en tout cas dans certains domaines, moi, je sais que tout ce qui est médical, tout ce qui est physiologique, tout ce qui est sur l'homme, en fait, c'est un des intérêts majeurs du vol habité dans l'espace, hein, et de l'exploration. Donc, mais c'est vrai que de ce côté-là, est-ce que les vols qui suivent, parce qu'on est dans une progression, puisque Thomas va lui, on peut en parler 2 minutes, comment ça va se passer pour la fin de mission, en tout cas pour les expériences. On sait que par ailleurs, il va y avoir des activités qui sont celles des cargos, des vaisseaux spatiaux, puisque Boeing lance son vaisseau le 30 là, c'est donc vendredi, ou on est mercredi, c'est vendredi. Ils vont lancer un nouveau vaisseau spatial américain, hein, qui concurrencera, non, mais qui complétera le Crew Dragon de SpaceX, donc dans un vaisseau privé aussi, mais qui est en retard. Et il va y avoir plein de choses à faire au niveau de la station, mais on peut parler de l'expérience, proprement dit, des expériences qui sont à suivre, et puis finalement du suivi au niveau européen des astronautes dans la station. Oui, alors le programme de Thomas, il reste évidemment assez chargé, hein, sur la deuxième partie de sa mission. Mais on a encore pas mal d'expériences à réaliser, et notamment, je vais dire, des expériences éducatives. Alors je dis ça parce que je vois plein de jeunes là dans la salle. Il va y avoir des expériences éducatives qui ont été développées aussi sous notre responsabilité au CADMOS. Et Grégory est venu faire un café alpha également, donc je vous laisse aller regarder sa participation pour vous expliquer plus largement ces expériences-là. Mais c'est un programme aussi important, j'ai pas peur de le dire, hein, que le reste, parce que certes, faire progresser la connaissance, c'est super intéressant d'un point de vue scientifique, mais faire progresser aussi la connaissance auprès des jeunes pour qu'eux-mêmes deviennent des acteurs de ce qui sera fait plus tard, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc des expériences passionnantes qui vont être faites aussi dans ce domaine-là, des expériences scientifiques aussi et des démonstrateurs technologiques, et pas seulement des expériences qu'on a embarquées là dans le cadre de la mission Alpha, mais aussi des expériences qui sont à bord depuis plus longtemps, et notamment des expériences de neurologie. Et puis effectivement la suite de la mission avec Thomas qui sera reconnu comme commandant de bord à la fin de sa mission, qui va accueillir l'astronaute allemand, alors l'astronaute européen de nationalité allemande, Matthias Maurer, pour les dernières semaines de sa mission. Matthias qui donc est à la fin de la préparation de son vol, qui enchaînera avec un vol de 6 mois et qui lui aussi passera le relais à une autre astronaute européenne. Donc ça veut dire qu'on aura pendant 18 mois une présence européenne à bord de l'ISS, et ça c'est quand même relativement exceptionnel pour le noter. Oui, l'Europe est vraiment bien placée dans sa coopération avec la NASA, et notamment dans l'exploration spatiale, et c'est une bonne chose, je crois, que l'Europe soit présente, en tout cas pour l'exploration de la Lune aussi, avec ISS maintenant, et Samantha a eu un enfant entre les deux, hein, entre ces deux missions, donc l'équipe de Thomas qui avait été choisie il y a quelques années maintenant ont tous fait 2 vols au moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors Mathias, c'est le petit dernier, c'est un petit peu le cas particulier, voilà, puisqu'il ne faisait pas partie de la sélection des 6. La sélection initiale des 6, hein, il l'avait gardé un petit peu au secret, et il est sorti du chapeau il y a quelques années seulement. Lui, il en est à sa première mission. Quel sera son avenir en tant qu'astronaute européen? Je lui souhaite de faire un 2e vol, bien entendu. Il parle bien français, il est venu ici régulièrement, il est venu ici fêter aussi le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune, et il était passionné d'être sur le LEM qui est ici. Ils sont toujours intéressés de venir à la Cité de l'Espace, un peu profiter et partager avec le public, ce qui est très important, que ce soit en ligne, mais aussi beaucoup ici, évidemment, parce que c'est quand même très intéressant de faire la visite avec les différents spectacles et puis les maquettes Échelin, etc. Donc
je pense qu'on a fait un peu le tour, disons, de la question. Vous pourrez continuer les cafés alpha. En tout cas, merci beaucoup Sébastien, et merci de ta présence, parce que ça fait partie quand même des choses que tu aimes aussi, c'est partager. Mais on l'a vu en ce moment avec tous les gens au CNES, on a vraiment et à l'ESA, on a vraiment le plaisir de vous recevoir. Et c'est pas tout à fait par hasard que la Cité de l'Espace est à Toulouse, mais c'est vrai que le fait d'être à Toulouse facilite un petit peu, puisque 25% en gros de l'activité spatiale européenne se passe quand même globalement sur Toulouse, même si on travaille bien au-delà. Donc le 4 août, Rémi Canton viendra, il est chef de projet de la mission Alpha, lui au CADMOS, dont on a parlé. Le 18 août, Maurice Marnat, qui est responsable des expériences pilotes pour la mission Alpha au CADMOS, ça c'est moi qui serai là aussi. Et vous pouvez bien sûr revoir les choses qui vous intéressent plus particulièrement, comme le disait Sébastien, sur le site internet de la Cité de l'Espace. Merci beaucoup Sébastien, et merci à vous d'être là. Merci à tous. C'est un format dans lequel on ne peut pas vous faire participer, mais s'il y a quelques questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.